Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous, sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et c'est tout un plaisir donc de vous retrouver en cette émission du jour. Nous sommes vendredi, donc la dernière convocation pour cette semaine. Nous vous partageons cette pensée de l'écrivain Serge Zeller qui dit ceci: mieux vaut rester sourd à la langue de bois que de boire les paroles d'un dialogue de sourds. Bonne méditation en cette journée du 30 octobre 2020. Je suis Lukman Sanfo, messieurs les juges au siège. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Farha, bonjour Madame. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à l'équipe de réalisation de cette émission et bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions rediffusées à la télé. C'est 21h30 temps universel et à la radio ATFM, c'est 22h temps universel. Et encore une fois, nous sommes là pour apprécier l'actualité. Et ce matin, nous l'appelons d'ailleurs en guise d'actualité nationale que le Conseil d'État vient de prononcer, en tout cas dans la nuit d'hier, on va dire, l'annulation de la décision d'invalidation par le tribunal administratif suite, vous le savez, au recours du mouvement Sens sur la question de la double candidature constaté sur certaines listes au niveau donc de ces partis en compétition dans les consultations électorales du 22 novembre prochain au Burkina Faso. Quel regard porter, puisque nous avons reçu à l'époque l'initiateur qui est le mouvement Sens qui a été en tout cas le requérant dans cette affaire, et on attend d'apprécier justement cette décision du Conseil d'État au niveau du Burkina Faso. Et puis on va se prononcer de façon également plus large sur la situation en Côte d'Ivoire. Deux grandes figures donc de la vie politique ivoirienne en tout cas vient de rallier l'opposition, à savoir Laurent Koudou-Gbagbo qui à travers une sortie en tout cas s'est prononcé, et puis le banquier Thiam qui a également annoncé officiellement prendre part à la lutte aux côtés donc de l'opposition contre la troisième candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Voici ce qui est des trois sujets d'actualité. Juste après la virgule, on parle des avant-propos des juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité. Je partage d'abord la parole à Geoffroy. Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser à un rapport de l'UMOA, qui est notre union monétaire, donc pour ce qui est de notre espace sous-régional. Et puis, c'est quelques chiffres et quelques statistiques qui ont été présentés. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'abord de dire qu'il y a, en termes de banque, parce qu'on a BOA, qui est Bank of Africa, qui est la banque en tête avec le nombre de comptes qui sont donc ouverts chez eux, et après BOA il y a Ecobank, et vient en troisième position Coris Bank, et ça c'est très intéressant de le savoir, avec quelques 330 915 comptes. Et quand on prend Ecobank, on prend BOA qui est en tête, c'est avec un peu plus de 500. Et je pense que c'est bon déjà qu'on ait une banque burkinabé qui soit citée comme troisième dans notre espace, et en termes de banques qui compte un certain nombre de souscriptions en interne. Et puis il y a la réalité aussi que la plupart des banques que nous avons dans notre espace sont des banques internationales. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un travail énorme à faire dans notre espace concernant ce secteur bancaire là. Et puis quand vous regardez aussi, c'est que vous prenez la banque qui a le plus grand nombre de clients, on dira donc avec le plus grand nombre de comptes, c'est un peu 500 000. C'est vraiment loin. Quand vous prenez notre espace sur moi, quand même, on se dit, chaque pays c'est des millions, c'est des millions. Vous prenez que le Burkina Faso, on est à plus de 20 millions. Vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, comment on peut se retrouver avec la première des banques qui a en gros 500 000 comptes? On a un taux de bancarisation qui est très bas, sur lequel il va falloir vraiment travailler. Maintenant, quand vous avez plus de 50% des banques qui sont dans votre espace, qui sont des banques internationales, ça veut dire aussi que il y a à travailler sur l'offre
domestique, les offres nationales en matière de banque. C'est pour ça que je félicite au passage Coris Bank qui devient 3e, quand même quoi qu'on dise, en termes de nombre de comptes ouverts. Et ça, c'est bon que de dire. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment cette banque-là déploie au niveau national plusieurs stratégies pour pouvoir augmenter le taux de bancarisation. Et puis, même asseoir aussi, quoi qu'on dise, parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on est une entreprise, un genre d'hégémonie, même dans la sous-région. Bon, j'étais content quand je partais à Abidjan de voir qu'ils n'étaient pas loin de Pigier, qui est quand même au plateau, pas loin. Et vous vous rendez compte que c'est une banque qui est vraiment bien assise. Et je me dis, c'est ce type d'exemple qu'on devrait avoir dans la plupart de nos États. Des banques pensées par nos nationaux et puis qui ont l'adhésion des nationaux. Et c'est comme ça qu'on peut petit à petit aussi descendre ce taux qu'on a là, de plus, je pense que 53% selon les chiffres qui ont été sortis, de banques internationales qui ont pion sur rue. Et ça, c'est un travail qu'on devait faire parce que à quoi ça sert si ceux qui capitalisent nos sous, ceux qui capitalisent notre épargne et qui réinvestissent ne sont pas avec nous. Il y a un problème. Et je crois que c'est un secteur qui mérite beaucoup plus d'attention et puis l'accompagnement notamment des nationaux qui entrent. Je dirais bravo comme ça à Coris quand on regarde les chiffres qui ont été donnés. Et puis je me dis que ça fait réfléchir. C'était mon avant-propos de ce matin. D'accord, merci à vous pour ce regard. C'est sûrement une actualité que nous pourrons aborder en profondeur, surtout en termes de taux de bancarisation dans nos pays. Ben Abougma, qu'avez-vous à nous partager ce matin? Bon, la Guinée, je serai vraiment très bref, la Guinée où la CEDEAO, l'Union africaine et puis l'ONU demandent au pouvoir en place de lever le bouclier policier qui est autour du domicile du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Donc challenger également de Alpha Condé, qui revendique aussi la victoire, qui a même revendiqué juste avant les élections, donc qui a vu son domicile encerclé, donc c'est très difficile pour lui de sortir et même de recevoir les gens. Donc l'Union africaine, je dis bien d'abord la CEDEAO, l'UA et puis l'ONU, c'est d'ailleurs la tradition, les trois s'alignent en général sur le même positionnement, demandent qu'effectivement les forces de l'ordre qui ont encerclé sa résidence puissent effectivement repartir d'où elles sont venues. Et donc pour lui permettre effectivement la liberté d'expression, d'aller et revenir, parce que ce sont des libertés garanties par la Constitution. Donc qu'est-ce que va faire Alpha Condé? Est-ce qu'il va obtempérer ou est-ce qu'il ne va pas obtempérer? Là, c'est cette suite-là maintenant que tout le monde attend du vieux Condé qui se réclame démocrate et qui se réclame également quelqu'un qui fait la promotion de la démocratie et de la liberté. Donc pour quelqu'un qui s'est battu depuis des années, qui a fait 40 ans d'opposition, qui a connu les réalités d'un opposant, les géoles, et après qui est venu au pouvoir, je pense que normalement dans cette conduite-là, c'est des choses qu'on ne devrait pas pouvoir reprocher à Alpha Condé. Mais maintenant, le pouvoir est ce qu'il est. On ne sait pas, peut-être qu'il faut y entrer pour savoir réellement comment est-ce qu'il y a un virus qui vous envoie ailleurs et qui met autre chose dans la tête. Ça n'est rien comprendre de tout ce qui se passe. Parce que le troisième mandat a surpris d'ailleurs tout le monde, parce qu'il dirait qu'il n'allait pas le faire, parce que c'était trahir toute sa lutte qu'il a menée pendant 40 ans. Il l'a fait. Alors, il part encercler quelqu'un qui est aussi son challenger, et puis on attend. Bon, pourquoi? La question reste posée. Maintenant, cette fois-ci, c'est de savoir s'il va accepter ou non de respecter cette injonction qui vient d'ailleurs. Donc, parce que quand c'est comme ça, les autres invoquent la souveraineté là où il n'y a pas de souveraineté à en avoir. Donc, on attend la suite pour voir comment est-ce que les choses vont se passer. D'accord. Merci également à vous, Ben Abougma, pour ce regard. Merci à Geoffroy Ova également. Merci à tous ceux qui écoutent cette émission avec passion et qui nous le témoignent d'ailleurs à travers les différents messages. Merci encore une fois. Alors, notre matière, vous le savez, c'est l'actualité. On parle une fois donc de cette actualité. Et il n'y a pas très longtemps, à quelques jours donc, des élections au niveau du Burkina Faso, on avait reçu le mouvement politique Sens qui avait obtenu du tribunal administratif, en tout cas, l'annulation de certaines listes présentées par certains partis politiques ou des indépendants suite au constat qu'il y avait des doublons sur ces dites listes. Alors, après appel formulé par certains partis politiques à cette rencontre-là, on a pu obtenir du Conseil d'État l'annulation de cette décision d'abord du tribunal administratif et qui rétablit de plein droit, en tout cas ces partis politiques, dans leur plein droit de concourir donc aux différents postes aux législatives 2020 au Burkina Faso. Quel est le regard qu'on peut y porter après donc cette
décision du Conseil d'État qui, on le rappelle, pense que le tribunal administratif n'a pas qualité donc à se prononcer sur cette question, et même que on ne perçoit pas clairement le sens du mouvement Sens qui n'a pas intérêt selon l'appréciation du Conseil d'État. Quel est le jugement qu'on peut y porter? Ben Abouma, déjà en termes d'usage donc de l'appareil judiciaire, on voit qu'ailleurs, souvent l'appareil judiciaire est souvent utilisé pour des fins inavouées ou en tout cas à d'autres fins que celles de rendre justice. Les gens se font la guerre en fonction des accointances qu'on a de part et d'autre. Au Burkina Faso, on constate quand même qu'on fait usage de la justice pour régler les différends. Faut-il s'en réjouir ou bien nous sommes aussi sur cette dynamique qui se constate ailleurs? Alors, cette dynamique qui se constate ailleurs, je réponds à cela avant de continuer. En réalité, quel que soit là où on est, le droit est une question de rapport de force. Et c'est clair, ceux qui ont écrit les lois l'ont écrit au moment où c'était un rapport de force en fonction de ce qu'ils veulent. C'est un fait universel. La personne qui arrive à se mettre ça dans sa tête, qu'il y a le contraire se trompe. Et l'histoire est là pour l'enseigner. Ceux qui ont tenu le procès de Nuremberg, ce sont les vainqueurs qui ont géré cela et qui ont dicté le monde. La création de l'ONU avec les 5 indéboulonnables l'ont été par la question des forts du moment. Et nous, Afrique, on s'est réveillé un matin, trouvé qu'il y a 5 grands patrons qui disent que c'est eux qui ont un droit de veto, et depuis des lustres, on se bat pour ça, on n'arrive pas. C'est une grosse injustice à la face du monde, mais c'est la question du rapport de force. Est-ce que l'Allemagne avait besoin de cela? Mais même pas l'Allemagne. Et ceux qui n'ont pas combattu et qui n'ont même pas été concernés directement par cette guerre, et après qui sont retrouvés en train d'envoyer leurs fils pour aider à sauver. Donc, il y a cette réalité qui est là. Les lois, par exemple, souvent qu'on appelle lois supranationales, qui nous viennent d'ici, nous viennent d'ailleurs, et on nous impose au nom de quoi, solidarité internationale, vous avez souscrit à tel traité, et après, vous vous rendez compte que ça ne vous arrange pas, mais c'est comme ça. Et donc, il y a déjà ça qui est là. Ça, ce postulat, ceux qui font cette lecture est juste. Maintenant, c'est de faire en sorte que, de fait de ce qu'on dit, c'est une affaire de rapport de force, que cela ne soit pas maintenant utilisé quand ça nous arrange. C'est quand un pouvoir maintenant l'utilise à sa guise et foule au pied les textes, que là, c'est en ce moment effectivement que ça pose un problème. Maintenant, pour arriver à la situation où nous en sommes, il faut dire qu'il y a un minimum de regain de confiance des populations vis-à-vis de la justice, et ça, c'est déjà bien. Donc, bien de personnes, physiques comme morales, ont gagné face à l'État, face au gouvernement, dans beaucoup de dossiers au Burkina Faso, devant les juridictions. J'ai dit c'est déjà une bonne chose que les uns et les autres fassent confiance à la justice, saisissent la justice pour dire le droit et acceptent effectivement se conformer ou utiliser les autres mécanismes pour effectivement aller. Donc c'est déjà quelque chose de très bien, de très appréciable. Et ça, c'est un bon point à mettre à l'actif des deux. Et voilà. Donc je pense qu'il y a toute œuvre humaine qui n'est pas parfaite, mais déjà, j'ai dit c'est bon qu'on pense à y aller, sinon on va chercher à régler autrement nos problèmes personnels et on va vouloir se rendre justice nous-mêmes, alors que nul n'a le droit de se rendre justice lui-même, parce que l'appareil judiciaire est là pour ça. Dans un état de droit, bien sûr. Tout à fait. Et je voudrais vous partager cette lecture. Faut-il se réjouir de cette situation au Burkina Faso où on va dire l'appareil judiciaire a toujours sa place et son rôle pour réguler les différends au niveau de la société? Oui, mais c'est une justice qui a forcément toujours sa place et qui doit jouer son rôle. Parce que, quoi qu'on dise aussi, c'est un rôle qui est perçu d'une certaine façon par nombre de Burkinabés et qui, eux aussi, entendent faire pression pour qu'il y ait justice sur la plupart des dossiers sur lesquels notre justice, notamment, est interpellée à se prononcer. Maintenant, je dis... Et la question que vous posez, elle est très intéressante, c'est que ça doit être le recours normal lorsqu'on se sent floué d'une façon ou d'une autre, ou bien lorsqu'on pense qu'on a des droits qui ne sont pas respectés. Sinon, qui serions-nous? Autant revenir au Néandertal et puis se régler les affaires à coups de cailloux ou à qui peut, avec le tour de bras le plus fort. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on est dans des sociétés qui ont évolué, on a assis des règles et je crois qu'on est tenu par ça. Qu'on ait confiance au système ou pas, il faut au moins
accepter que c'est ce qui nous régit aujourd'hui, et lorsqu'on n'est pas content, lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on se dit que on a raison, ou bien qu'on se dit qu'on a été floué, il faut rester en justice. Parce que ce qu'on demande, c'est quoi? C'est que un arbitre vienne et dise en la matière, voilà qui a tort, voilà qui a raison, voilà comment est-ce que les choses doivent continuer de se faire. Maintenant, quand vous n'êtes pas d'accord, il y a encore d'autres instances vers lesquelles vous pouvez aller pour qu'on regarde d'un peu plus près et se poser la question de savoir, est-ce que la première décision, on ne s'est pas trompé, est-ce qu'on n'a pas pris en compte un certain nombre d'éléments? Je pense que c'est ça qui nous régit, et c'est ça le plus important. Et que ce soit dans le monde politique ou dans les rapports entre individus, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une société dans laquelle les choses sont encore tenables. Sinon, s'il faut sortir la machette pour se régler des problèmes, comme ça se fait dans certains lieux ou bien dans certaines sociétés, on ne va pas s'en sortir. Et je crois que la confiance, que c'est pas seulement une question de confiance, mais le recours naturel que le Burkinabé a au niveau de la justice, je pense que c'est pour moi le bon réflexe à avoir, et c'est la meilleure des façons d'éviter de tomber dans des situations qui sont irréparables. Vous pouvez ne pas être content même quand la décision est tombée, mais vous avez foi à un moment donné que les choses peuvent changer au regard d'eux et prenant en compte un certain nombre d'éléments. Je crois que tant qu'on fonctionne comme ça, on peut sortir par le haut. Mais si on veut régler les choses hors de ce système-là, je pense que c'est un recul qui sera monstre et on n'a pas intérêt. D'accord. Vous venez tous les deux en tout cas d'affirmer la grande place qu'occupe le système judiciaire dans les différents sociaux. Bernard Boukman, on parle maintenant de la gestion du contentieux électoral qui nous a été donné de constater. Dernièrement, on a vu le Conseil constitutionnel burkinabé qui a organisé un atelier pour, dit-on, réfléchir ou mettre à niveau les différents membres de ce Conseil, notamment sur les questions électorales et tout. Beaucoup s'étaient étonnés de voir que les grands juges qui sont censés maîtriser tout l'appareil judiciaire, maîtriser les grands textes et autres, se mettent on va dire, en réaménagement. Alors, quand on constate aujourd'hui qu'un Conseil d'État invalide une décision du tribunal administratif qui estime qu'il n'a pas qualité de se prononcer justement sur cette question-là, on comprend maintenant aujourd'hui que la justice est une question complexe et même au niveau institutionnel, il y a toujours matière à débat. Quelle est votre appréciation? Oui, et puis ce qu'il faut également dire, c'est que l'élection, pour ne pas dire l'opération électorale, le scrutin, est une opération qui est complexe. Complexe parce que ça fait appel à beaucoup de textes, à beaucoup d'abord la Constitution, le code électoral et les textes d'application qui vont avec également, il y a beaucoup de textes d'application qui accompagnent le code électoral. Quand vous feuilletez le code électoral, il y a un volet texte d'application, vous voyez les autres textes qui sont annexés. Donc, parce que ça arrive chaque 5 ans. Et il y en a qui n'auront pas l'opportunité de conduire ou d'assister de façon directe à la conduite d'une opération électorale. Certains, c'est leur toute première fois de s'en occuper. Alors qu'il y a 3 cycles pour l'élection. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc, à chaque étape, il y a de nouveaux acteurs qui se joignent à la partie. Quand il s'agissait de déposer les listes, le Conseil constitutionnel était dans son coin. Le tribunal administratif était dans son coin. Le Conseil d'État également. Personne ne vient là-bas. Même la Cour de cassation, parce que ça peut aller jusqu'à la cassation en fonction de l'évolution de la situation. Mais tous ces appareils sont concernés parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés. La CIDI, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la sécurité, la défense nationale. Tous ces acteurs sont concernés et doivent être outillés. Donc, il y a tout l'appareil judiciaire avec tout ce qu'il y a comme élément là-dedans concerné. Et donc, il y a les hommes de médias concernés. Et la réalité, c'est que ça embrasse beaucoup de personnes et beaucoup de structures, et même au plan international, qui rentrent dans le maillon. Voyez-vous que la certification, c'est l'OIF qui est venu. Avec des l'audit, vous voulez dire. Oui, l'audit. Avec des auditeurs OIF, avec des représentants de l'UIA, de l'Union européenne, de la CENI, de la classe politique burkinabé.
Donc j'ai dit, tous ces messieurs ont besoin d'être outillés sur le processus électoral et sur le contentieux électoral. C'est deux choses différentes. Parce qu'à chaque étape du scrutin, il peut y avoir un recours contre l'éligibilité d'un candidat. Qui peut le formuler et devant qui il peut déposer et dans quel délai. Même les partis politiques doivent outiller leurs militants. Voyez-vous que dans le Kulpelgo, c'est un parti d'opposition qui a attaqué des partis d'opposition. Qui a attaqué des partis, dont des partis d'opposition. Oui, des partis, alors qu'ils ont signé ensemble, comme on appelle ça, un pacte. Au cas où s'il y a un second tour. Alors que déjà au niveau des législatives, ils ont commencé à se taper. Donc, la loi le permet. Et donc, en réalité, et finalement, comme l'affaire est allée devant le Conseil constitutionnel, le concerné a écrit pour désister. Bon, finalement, ça a été tué dans l'œuf. Bon, ils ont réglé ça autrement. Mais la réalité aussi, donc toute cette opération est tellement complexe, pour ne pas dire compliquée, qu'il faudra effectivement outiller les uns les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand juge, vous êtes du Conseil constitutionnel, que vous maîtrisez forcément comment on appelle ça, l'opération électorale. Il y a ce que vous avez comme connaissance dans votre domaine professionnel, et après, voilà, parce que souvent il y a même parce que quand vous prenez la composition du Conseil constitutionnel, ils ne sont pas tous juristes. Il y a au moins eu 2 diplomates qui sont passés par là. Donc la réalité aussi, elle est là, implacable. Donc vous avez beau être un juriste chevronné, mais quand il s'agit de l'opération électorale, j'ai dit c'est tout un autre domaine. Donc vous voulez convenir que toute la classe burkinabé a besoin d'éducation en matière électorale? Tout à fait. Tout le monde a besoin d'être outillé en matière électorale, pour que le citoyen lui-même sache qu'il peut faire un acte, il peut déposer un recours. Je lisais l'interview dans le bimensuel événement d'Angelin Dabiré, dont on parle très peu. Et quand nous avions reçu Maître Angelin, j'avais évoqué effectivement le Angelin de 2015 qui a fait valider beaucoup de listes, mais c'est un citoyen, enseignant de profession. Il a fait anglais d'ailleurs, ce qu'il dit. Donc pas juriste de profession, mais c'est son recours qui a frappé beaucoup de listes. Beaucoup n'ont pas pu effectivement être sur la liste parce que c'est ce citoyen-là, venu de nulle part, qui dit qu'il n'est pas dans un parti politique, il n'est pas dans une organisation de la société civile, mais qui a lu la charte africaine en ce qui concerne les questions électorales, celle de la CEDEAO, et puis qui a lu également notre dispositif électoral et qui dit sur cette base-là, il peut. Et dans l'interview, Angelin démontre comment est-ce que le CNT a commis une erreur et qui a fait que le CDP et les autres ont gagné devant la CEDEAO contre l'État burkinabé, contre la loi Chérif. Il le démontre dans l'interview. Il a même dit que le seul député à l'époque qui avait dit que la formulation telle que formulée dans la loi Chérif, comme on l'appelle, posait problème. Et que c'est c'est le député Alexandre Sankara de l'UNIR en son temps qui avait dit que la formulation lui posait problème. Il n'a pas été suivi, la conséquence est là implacable. Il a dit que si le CNT avait suivi ce que Alexandre disait, on ne serait pas dans cette condition. Et c'est ce monsieur-là qui est allé déposer et qui a gagné. Donc le citoyen aussi a besoin d'être outillé, d'être formé sur le contentieux électoral, sur l'opération électorale, pour que effectivement il puisse à un moment donné jouir de son droit d'attaquer. Martine Yabré, en 2015, a attaqué presque toutes les listes. Elle a gagné, mais elle a perdu dans la forme parce qu'elle a signé en tant que personnalité morale. Non, pardon, elle a signé en tant que personnalité morale. Elle était la présidente du Conseil national des femmes du Burkina. Alors qu'elle devrait signer en tant que citoyenne, en tant que personnalité physique, et elle gagnait. Donc ça, ce sont des éléments qui sont bien parce que ça permettait aux uns et aux autres de savoir que si vous devez formuler un recours, il y a l'aspect pédagogique, les leçons continues, c'est ça. Mais avant d'y aller, il y a effectivement ce travail à faire au niveau des citoyens. Si elle n'avait pas signé en tant que personnalité morale, mais beaucoup de partis allaient avoir suffisamment de problèmes par rapport au respect des questions sur le code de genre. Et Angelin a même rappelé ça dans son interview. Il dit que par exemple, elle a échoué parce que. Donc, tout le monde a besoin, ça j'ai dit, tout le monde a besoin d'être outillé en la matière et nous dans la science infuse, qu'on soit grand juge ou qu'on ne soit pas grand juge. C'est vrai. Ça, il faut le conseiller cela. D'accord. Je crois que c'est une question aussi d'approche des questions de loi. Et vous le savez, depuis Nietzsche, tous les hommes de loi avaient convenu en tout cas que dans la disposition des choses, il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est même la phrase consacrée.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas comment un tribunal administratif en matière de contentieux électoral peut prendre cette décision qui allait quand même compromettre l'avenir de certains partis politiques, surtout ceux qui ont des listes nationales et autres qui ont été invalidés, alors que ce tribunal n'a pas qualité. C'est une question d'appréciation des lois, mais quand on n'a pas qualité, on doit quand même le savoir. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette propension justement. C'est vrai que ce tribunal a été saisi par le sens, mais d'aucuns ne comprennent pas qu'il ait pu avoir un avis alors qu'il n'a pas qualité, comme le dit le Conseil d'État. Non, mais je crois que c'est toute la complexité de ce qu'est le droit. Et puis, je pense que toute la question des décisions et leur motivation. Sinon, on pourrait aller plus loin. Quand vous regardez l'action qui a été menée par le mouvement Sens, il y a un certain nombre de partis politiques qui ont été touchés. Vous prenez le MPS, mais quand on dit MPS, vous voyez Zida. Mais le président du parti, c'est qui? C'est Loada. C'est Loada. Quelqu'un qui, en matière de droit, est quand même très bien assis. Et il est épinglé parce que, pas lui, son parti, parce que le Conseil de Sens a regardé dans les textes. Et il y a un article 184 qui est quand même assez clair, qui dit que une personne ne peut être candidate que dans une circonscription et que sur une liste. C'est écrit, c'est clair. Donc tous ceux qui enfreignent cette loi peuvent voir leur liste invalidée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui nous régit. C'est pour ça que je disais à un moment donné, quand on faisait l'introduction de notre émission, c'est que le plus important et ce qui nous rend différents de ce qui se passe en brousse, c'est ce qu'on s'est entendu sur comment on va fonctionner. On a mis ça sur papier et tout le monde s'y conforme. Celui qui ne s'y conforme pas, il est puni. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc, le code électoral, il est clair. Je pense que c'est à la faveur de la lecture de ce code-là que le mouvement Sens s'est dit, écoutez, il faudrait qu'on donne de la leçon. Je pense qu'on les a reçus ici, ils nous ont donné un peu les motivations et tout, on va pas revenir là-dessus. Donc pour moi, ça c'est au moins un fait. Ils vont devant le tribunal administratif, oui. On leur donne raison, et puis certains partis politiques voient leur liste inquiétée. Même pas inquiété, mais invalidé, on dira comme ça. Maintenant, on nous dit que ce tribunal n'a pas qualité. Nous, on n'est pas des puristes du droit. On aime bien ce genre de débat-là. C'est des débats c'est des débats de forme. Ils ne sont pas dans le fond. Parce que quand tu regardes avec le tribunal administratif, il est allé dans le fond. Il a regardé, il dit qu'est-ce que les textes disent, est-ce qu'ils ont enfreint les textes, on donne la décision. Maintenant, on nous fait un débat de forme. Vous-même qui avez donné la décision, vous n'avez même pas qualité. Mais en l'état, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un code électoral avec des règles qui sont claires, sûrement que certains les ont enfreints, mais pour des débats de forme, on va y aller. C'est ça qui fait aussi que le citoyen lambda quelquefois ne se retrouve pas et dit à la fin que non, on m'a fait la force. Et que la décision qui a été prise en justice là, on m'a fait la force parce que je ne peux pas comprendre que dans cette situation-là, moi je n'ai pas raison. Mais c'est ça aussi les règles on a eu à s'établir entre nous. C'est que vous pouvez avoir raison dans le fond, mais la forme fait que on en reste même à la forme. On ne va même pas au fond parce qu'on finit d'abord avec la forme pour aller dans le fond. Mais ça aussi, c'est pour ça qui tient le fond à l'état. C'est pour ça qu'on dit, et c'est ce que le commun des mortels devrait comprendre aussi. En justice, ce qui est dit là, c'est le droit. N'attendez pas un genre de tribunal populaire où on vient et puis quand on fait, tout le monde est convaincu que non, lui là c'est vrai, c'est lui là qui a tort. C'est pas comme ça. On dit le droit. Le droit dit quoi? On cherche les gens vont chercher des jurisprudences. Ils vont fouiller pour sauver le client. C'est pour ça que celui qui vient vous défendre, vous êtes son client. Je pense que les mots sont lourds de sens. Et donc, pour revenir à la situation dans laquelle nous sommes, je ne vais pas revenir sur ce que Bernard disait tout à l'heure, c'est important de maîtriser de façon très claire
ce que disent les textes et puis ce qui est, moi je suis scientifique dans l'âme, ce qui est de l'ordre de votre domaine de définition. Si vous n'êtes pas dedans, si vous en sortez, ce n'est même pas possible, c'est pas de l'ordre du possible, c'est pas l'ordre des futuribles pour vous. Je pense que c'est ce qui nous est rappelé ici, mais je vous avoue que un tribunal qui donne une décision ne sachant même pas qu'elle n'a pas qualité pour, qui n'a pas qualité pour, alors que je me dis c'est des puristes du droit. Nous qui nous trompons quelquefois dans les lectures et les interprétations d'un certain nombre d'éléments, je me demande si on devrait avoir à rougir quelquefois de nos écarts. Parce que là, c'est à se poser. Et puis, n'oublions pas, quand on recevait ici le conseil du mouvement Sens, Maître Poda, mais il nous a démontré comment est-ce qu'ils ont argumenté. Comment est-ce que ça s'est passé au tribunal. Comment est-ce que le tribunal en est venu à leur donner raison. Mais je me demande, et à aucun moment, sur la question de forme, sur la question de compétence, il y a eu un débat. Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui étaient en train de juger du dossier, ceux qui prenaient connaissance du dossier, ils étaient convaincus qu'ils avaient toute la qualité pour. Mais c'est des puristes du droit. Donc comme aussi il y a des niveaux apparemment de juridiction et de compréhension du droit, parce que apparemment vous pouvez comprendre d'une certaine façon, vous pouvez élaguer le dossier et puis au dossier on vous dit que vous n'avez pas compris, vous ne devriez pas. Maintenant pour moi c'est pas ça le plus gros problème, c'est que ce qui est, pour ce qui est du code électoral, qui régit et qui pour moi permet d'avoir des élections qui sont propres parce qu'encadrées, et on a couché ça sur papier. Comment on fait respecter cela? Parce que l'article 184 est assez clair du code électoral. Une personne ne peut être candidate que sur une circonscription et sur une seule liste. Comment on fait respecter cela? Et le problème maintenant c'est que il y a le mouvement Sens qui va en justice et puis on a tout ce débat là qu'il y a, mais il y a la CENI aussi qui devait élaguer le dossier depuis, et je pense que c'est eux qui sont un peu incriminés dans l'affaire. Ils ont une commission ad hoc qui a travaillé et selon certains qui hors délai a permis à certains partis politiques de venir régulariser certaines situations, ce qui même se fait dans le non-respect des textes qui nous régissent, donc le non-respect du code électoral. Mais dans ce cas de figure là, si on peut faire tout et n'importe quoi et que après ce soit des débats de moi je suis compétent, moi je suis pas compétent, toi a dit, moi a dit, qu'est-ce qui est plus important ici pour moi? C'est la question que je me pose. Donc ça veut dire qu'il y a de la rigueur à avoir en amont pour nous éviter les éléments que nous avons aujourd'hui. D'accord. Je crois que Ben avait se prononcé sur ce conflit de juridiction. Et j'insiste parce que d'aucuns font l'observation en se disant que ça aurait été un parti au pouvoir qui est resté en justice à la place du Sens. On aurait vu une machination de saisir le Conseil constitutionnel pour en tout cas faire barrage à un adversaire politique. Votre avis là-dessus, sur ce conflit-là? En tout cas, si c'était le parti au pouvoir qui avait effectivement gagné devant le Conseil d'État contre des opposants, le tribunal, on allait avoir cette lecture. Et si il avait perdu et qu'il partait devant aussi le Conseil d'État pour avoir raison, voilà. Exactement. Donc, maintenant, le plus important, c'est ce que dit la loi. Le code électoral dit, article 183 du chapitre 7, portant sur le contentieux, dit: le recours contre l'éligibilité d'un candidat ou d'un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les 72 heures suivant la publication des listes des candidats. Conseil constitutionnel. Maintenant, ici, c'est contre l'éligibilité d'un candidat et tout citoyen peut le faire. Mais là, l'acte du mouvement Sens est différent. L'acte est différent pour toute élection. Est-ce que c'est pour toute élection? Non. Législative ou présidentielle? Ce que je lis là, c'est la partie qui concerne les législatives. Alors, on dit quoi? En fait, s'il s'agit de l'acte du président de la CENI, ça c'est devant le tribunal administratif. C'est ce que dit la loi. Et c'est cette disposition d'ailleurs, j'avais calé l'article pour lire pour que, comment on appelle ça, les choses soient claires. Maintenant, s'il s'agit de l'acte commis par le président de la CENI, là c'est devant le tribunal administratif que vous partez. Selon ce que nous avons eu comme information,
quand le tribunal est incompétent face à une situation, elle se déclare incompétente. Elle se déclare. Si elle ne peut pas, elle dit je suis incompétent, c'est pas moi. Et puis on passe à autre chose. Oui, c'est vrai, la Cour se déclare incompétente et puis passe à autre chose. Maintenant, ici, le mouvement Sens a visé l'acte, c'est-à-dire l'arrêté du président de la CENI. Donc n'a pas visé l'éligibilité des candidats. C'est ce que nous avions quand on a écouté Maître Angelin. Si j'ai bien écouté, il ne s'agit pas d'un acte contre les différents candidats, mais contre l'acte du président de la CENI. Oui, cette précision est faite. Et le code électoral dit que quand il s'agit de l'acte du président de la CENI, c'est devant le tribunal administratif. Donc, si c'est l'acte du président de la CENI, le tribunal administratif a compétence selon en tout cas les dispositions du code électoral. Maintenant, devant le Conseil d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Là, comme c'est une information aussi qui vient de tomber, on n'a vraiment pas eu le temps de creuser suffisamment. Et nous avions demandé la décision, la toute première décision, pour voir clair par rapport à l'initiative du mouvement Sens également, pour ne pas nous tromper. Mais comme si j'ai dit bien, on ne l'a pas encore eu, ça allait nous permettre effectivement de faire une bonne lecture de cette situation-là. Donc, maintenant, c'est comme je l'ai dit, les uns et les autres ont besoin effectivement d'être initié. Article 183, j'ai retrouvé. En cas de contestation d'un acte du président de la commission électorale nationale indépendante CENI, fait en application des articles 181 et 182, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les 72 heures de la publication, se pourvoir devant le tribunal administratif qui doit statuer dans les 3 jours qui suivent sa saisie. Question: est-ce que le mouvement Sens a visé l'arrêté du président de la CENI? Maître Angelin a dit oui. Ou bien ils ont visé les candidats. Ça, j'ai dit comme c'est une information qui est tombée rapidement, le temps de vérifier tout cela avant de venir n'a pas pu avoir lieu. Mais si c'est l'acte du président de la CENI, là c'est devant le tribunal administratif et c'est le code électoral, article 183 qui le dit. Il y a aussi la question de celui qui peut aller se plaindre. On parle des mandataires. On parle des mandataires et Angelin Poda, il a été mandaté par le conseil. Il n'est même pas candidat. Il n'est pas candidat sur la liste de Sens. Il est avocat, il a été mandaté pour le faire. Donc, maintenant, la question suivante, c'est est-ce que le mouvement Sens va se pourvoir en cassation? Question pour un champion. Et là aussi, il y a les conséquences à tirer. Parce que si vous partez devant la Cour de cassation, elle aussi, elle peut prendre son temps. On l'a vu en 2015, Blaise Compaoré, Benouendé Sankara, la décision a été rendue après le scrutin. Benouendé a raison, mais bon, qu'est-ce que vous allez en faire avec? Donc, parce que la campagne commence, on a 3 semaines, et bon, le temps que messieurs ils se réunissent, et puis bon, sauf s'il y a des délais, parce que comme je l'ai dit, le code électoral, il faut s'en habituer pour effectivement exploiter rapidement les rouages. C'est vrai que ce que Bernard dit là, ce qu'il a ressorti, c'est très intéressant. Parce que, à la vérité, c'est que lorsqu'on a reçu le conseil du mouvement Sens ici, ils ont été clairs. Leur action, ce n'est pas à l'endroit des partis politiques. Ce qui est visé, c'était la CENI, à travers la commission ad hoc. L'arrêté de la CENI. Voilà, avec la commission ad hoc qui avait été mise sur place. Et même ce qu'ils avaient demandé, c'était la photographie des doublons et des problèmes à la date de fermeture. C'est ce sur quoi ils ont travaillé. Mais le problème, c'est que vous travaillez aussi sur une matière qui est celle de liste de partis politiques. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça peut être interprété comme une action qui touche les partis politiques, auquel cas il y a une interprétation, ou bien une action qui touche le travail même de la CENI, qui est encadré de façon très claire. Parce que hors délai, on ne peut pas permettre à quelqu'un de partir encore nettoyer sa liste. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais on aura peut-être le clair mot de tout ça après. Mais moi, je demeure sur, pour moi, la question de fond, c'est que il est clair que sur les listes, il ne doit pas avoir de personnes qui soient candidates dans plusieurs circonscriptions ou bien qui soient présentes sur plusieurs listes. Si ça c'est acté, est-ce que les questions de forme devraient occulter cette réalité-là? C'est vrai que c'est la question de justice. On finit la forme pour aller dans le fond et tout. Ça, c'est une vérité. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et c'est qui? Le premier, c'est la CENI.
Le débat qu'on est en train de faire, s'il y a des doublons sur des listes, ou bien s'il y a des problèmes sur cette liste, sur certaines listes qui seront validées et avec lesquelles on va aller à des élections, alors que ces listes ne respectent pas notre code électoral, qui n'a pas fait son travail. C'est-à-dire qu'on va avec des listes qui sont en violation avec notre code électoral, mais on est dans un débat de forme. C'est ce que la situation me donne. Est-ce que vous ne vous trompez pas? La CENI ne semble pas avoir validé des listes qui présentent des doublons. Les listes qui présentaient ces doublons, la CENI a invité les différents intéressés à bien vouloir régulariser leur situation. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que le mouvement Sens nous dit. C'est après fermeture des dossiers. Donc c'est hors délai, ça ne devrait pas pouvoir se faire. Ils ont demandé à la CENI la liste, c'est-à-dire la photographie au moment de la fermeture. Et c'est sur la base de cela, je pense qu'on les a reçus, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est sur la base de cela qu'ils ont actionné le levier justice. Donc c'est sur la base d'éléments à la fermeture des dépôts. Parce que les textes ne permettent pas des troisième mi-temps ou bien des solutions après. C'est fini. Donc c'est sur cette base-là qu'ils ont travaillé. Donc aujourd'hui, si il y a des problèmes sur ces listes-là et que le débat de forme fait que on ait ces listes-là qui puissent compétir, c'est que notre code, on l'a pris, on l'a mis de côté. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, il y avait un problème qui devait être réglé en amont. Je pense que c'est ce que le mouvement Sens est en train de poser comme situation de fond. Mais bon, on a eu à élaguer ça dans le fond et puis on nous ramène sur une forme qui n'a pas été Et donc c'est ce dont on est. Donc on risque d'aller avec pour moi des listes qui ont des problèmes. Oui, alors ce qui est même curieux, selon ceux qui ont assisté, ils disent que la compétence du tribunal administratif n'a pas été contestée lors du procès. Je n'y étais pas. Voilà. Donc il y a aussi ça. Pourquoi les autres n'ont pas contesté la compétence du tribunal administratif dès que il a siégé? Question. Et ce qui avait été demandé au Conseil d'État, ce n'est même pas la compétence du tribunal administratif, c'est la confirmation de ce qui s'est passé. Et TAC, c'est la compétence qui est attaquée. Donc, alors, j'ai dit la possibilité du mouvement Sens, si il veut aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'à la Cour de cassation. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils ne vont pas y aller? That is the question. Et il y a la campagne qui commence. Et la campagne qui commence, comme je l'ai dit, vous déposez, les gars prennent le temps avant de vider. Je ne parle pas sur une question de mauvaise foi, hein, mais ça peut arriver que comme ce n'est pas le seul dossier qu'ils ont sur la table, ça traîne et après ça vient après les élections. Raison ou pas, je ne sais pas moi quelles pourraient être les conséquences. Et ensuite, est-ce que c'est pas suffisant aussi pour que les Burkinabés se mettent aussi en tête? Parce que la valeur pédagogique, de mon point de vue, est très bien dans cette affaire. Ça va permettre que quand quelqu'un part pour déposer un recours, que la personne prenne le temps effectivement de voir comment est-ce qu'il peut formuler pour ne pas être pris. Ça va permettre également de savoir qu'il y a des juridictions compétentes en la matière pour aller. Et ça va permettre aussi que les candidats qui confectionnent les listes ou les partis qui confectionnent les listes soient maintenant regardants, parce qu'à partir de maintenant les choses vont plus se passer comme avant. Les uns les autres vont scruter tout jusqu'à la virgule près sur votre liste de candidatures. Donc cette valeur pédagogique déjà pour moi c'est bien, au-delà des oppositions entre partis politiques, qui est un jeu tout à fait normal. D'accord, merci à tous les deux pour cette lecture de cette actualité qui vient à peine de tomber. On aura l'occasion certainement de saisir nos éminents constitutionnalistes, certainement après l'élection ou au cours du processus, pour apprécier ce contentieux électoral qui fait matière à discussion sur les différents plateaux de télé et de radio. Merci à tous les deux. Alors on va maintenant parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire avec la sortie de deux figures, de grandes figures, va-t-on dire, de la vie politique ivoirienne, à la personne donc du célèbre banquier Tidjane Thiam, donc, qui a donc décidé d'annoncer qu'il rejoint l'opposition contre la candidature de M. Ouattara. On a aussi vu cette sortie, sinon l'interview médiatique, cette sortie médiatique, va-t-on dire, de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a accordé aux médias français TV5 Monde donc une interview qu'il a indiqué aller aussi soutenir l'opposition ivoirienne contre ce troisième mandat d'Alassane Ouattara, mais lui, il insiste sur le dialogue pour privilégier en tout cas la paix sociale. Quel regard peut-on y porter? Déjà, pour ce qui est de M. Thiam,
à 72 heures donc, de l'ouverture, sinon de la tenue de l'élection présidentielle, qu'on l'attend enfin se prononcer et rejoindre l'opposition. Pour vous, est-ce que véritablement il rejoint l'opposition ou bien il est solidaire de l'action de l'opposition? Parce que d'aucuns avaient estimé qu'il était resté spectateur dans cette dynamique électorale. Non, je pense que Thiam n'a pas été si spectateur que ça. Sur TV5 Monde, on l'a vu en interview avec, notamment sur la chaîne, et il a été très clair sur la question du troisième mandat et la question des prochaines élections. Il ne les trouvait pas du tout inclusives et pour lui, ça allait poser évidemment d'énormes problèmes. Et donc c'est pas un avis qu'il a caché jusqu'à maintenant. Quoique, je pense que pour c'était pas un acte, c'était une lecture d'une situation. Oui, mais quand vous dites que le troisième mandat n'est pas opportun et que les élections qui sont en train de venir ne sont pas inclusives, je ne sais pas, il n'y a pas plus avis que ça. C'est assez tranché sur la situation d'aujourd'hui. Donc je veux dire que la situation en Côte d'Ivoire, il n'a jamais caché son avis sur ce qui se passe et sur la posture de Alassane Ouattara. Donc peut-être pour moi, c'est... Sauf qu'il n'est jamais descendu dans l'arène pour mouiller le maillot. C'est ça, c'est le reproche qu'on lui fait. Oui, mais ça, c'est deux choses différentes. Vous me posez la question sur la question de son positionnement sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est pas aujourd'hui qu'il partage son avis sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et son positionnement sur la façon dont Alassane Ouattara conduit les choses. Ça, on l'a vu récemment. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est Afin-Guessan qui officialise et que Thiam rejoint le camp de l'opposition. Maintenant, comment ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, dans les positionnements et dans les avis qui ont été les siens et partagés, notamment lors d'interviews, c'était déjà assez tranché. C'est ce que je pense. Maintenant, moi j'ai écouté aussi une fois sur la chaîne ivoirienne, parce qu'il a un frère, Thiam, qui est, je pense qu'il est député maire, et qui disait de son petit frère, il parlait des ambitions de son petit frère Thiam, il disait clairement que c'est quelqu'un qui a des ambitions de président. Ça, c'est aussi clair que ça. Mais il lui a dit, tu ne peux pas, même intellectuel que tu es, et le parcours qui est singulier que tu as eu, et tu ne peux pas être parachuté comme ça. Il faudrait qu'à un moment donné, tu viennes te faire connaître en Côte d'Ivoire parce que les gens, ceux qui élisent, ne te connaissent pas. Il l'a dit lors d'une interview. Il a dit à son petit frère de façon très claire, si tu veux un jour être président ici, ou bien si tu as des ambitions, il faudrait que tu viennes mouiller les maillots avec les tiens. Je pense que c'est un message aussi que Thiam a compris. Et puis, on est dans un tournant qui est assez décisif en Côte d'Ivoire. Si vous êtes absent dans ce débat-là, demain vous venez en tant que nouveau sang et tout, on vous demandera, mais attends, quand c'était chaud, vous étiez où? Si ça a tourné dans un camp ou dans l'autre, on vous demandera, mais sur ce problème singulier-là, sur cette actualité-là, et cette turpitude que le pays a eu à traverser, vous étiez où? Quel a été votre avis? Quelle a été votre contribution? Et je pense que c'est sa façon aussi de rentrer dans l'histoire. Et c'est sa façon aussi de rattraper un certain nombre d'éléments. Il a son carnet d'adresse, il a tout ce que vous voulez, mais ça c'est hors de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il a à se faire connaître en Côte d'Ivoire, il a à se rapprocher des Ivoiriens, et je pense que c'est le calcul politique aussi qu'il est en train de faire au-delà de l'avis qu'il partage. Et puis, rentrer aujourd'hui et puis se positionner, ça ne pourrait être que dans le camp de l'opposition. Sinon, quand vous regardez, tout le monde est en train de tirer à boulet rouge sur Alassane Ouattara et sa question de son troisième mandat. Donc quand vous avez eu à faire des interviews pendant longtemps et dire que le troisième mandat n'était pas opportun et que la situation aujourd'hui elle est chrysogène, vous ne pouvez pas venir vous rallier à Alassane. Donc je crois que ce qui se passe avec Thiam, pour moi, ça n'est que logique. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a envie d'exister et qui a envie d'un avenir politique en Côte d'Ivoire et qui est en train de poser pour moi les jalons pour. Ben Abouma, sur la question Thiam, opportunisme, réel politique, comment vous appréciez cela? Les deux. Opportunisme et réel politique, parce que l'homme a besoin en fait, c'est la position de survie qu'il a prise. Donc, il se positionne pour la survie. Effectivement, comme l'a dit Geoffroy, Thiam, c'est dans les salons feutrés qu'il est connu. Demandez aux Ivoiriens lambda s'ils connaissent Thiam. Il y en a qui vont dire, j'ai entendu parler de lui une fois sur telle chaîne. Et puis ça s'arrête là, quoi. Certains penseront que c'est un Sénégalais. Oui, donc parce que monsieur n'est pas en contact. D'abord, il y a effectivement son nom de famille qui a consonance, comme on appelle ça, Wolof Sénégal, mais en même temps qui est distant. Sinon, il y en a qui ont la consonance étrangère, mais qui sont là. Mais lui, il est loin. Et donc, il veut être président. Mais quand l'astrophysicien malien Diarra voulait se jeter dans la sauce politique, il est descendu.
Donc il faut que Thiam également il songe à descendre, écumer les plateaux, exhiber le carnet d'adresse, le parcours, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous faire élire. C'est ceux qui vous connaissent et qui savent que vous avez quelque chose dans le ventre pour le pays, et non, vous n'êtes pas, ou bien non que vous êtes venu seulement pour couronner un CV qui vont vous élire. Non, c'est pas ça. C'est accepter, plonger. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Sinon, il y a eu des appels des pieds pour que Thiam puisse effectivement faire acte de candidature. Certains avaient même susurré que Alassane appellerait Thiam quand il allait vouloir passer la main pour s'affranchir de son camp. Cette théorie avait été effectivement évoquée. Thiam même a voulu, mais Thiam a vu que ce n'est pas possible. Dans ce contexte actuel, ce n'est pas possible. Même à chance égale avec les autres candidats, Thiam allait mordre la poussière. Ça, c'est clair. Il n'est pas très bien connu. Même à chance égale, s'il faisait acte de candidature, même si les 44 avaient été retenus, filtrés maintenant dans les règles de l'art, je dis bien, ce n'était pas évident pour Thiam. Donc, mais aujourd'hui, il a besoin d'un positionnement de survie pour qu'au moment venu, on puisse dire que pendant la lutte historique, il s'est joint à la masse. Et c'est ce jeu que Thiam... Oui, mais une chose est de se joindre à la masse, mais est-ce que ce positionnement-là pèse dans la balance au niveau de l'opposition? Non, pas que ça pèse dans la balance. Est-ce que ça fait bouger la balance? Mais c'est bon pour l'opposition. C'est bon de savoir que tel, même s'il n'a pas 500 personnes, ou bien s'il a 1 million de personnes derrière lui et avec nous, c'est bien. Dès lors qu'il y a un nouveau grain de riz qui s'ajoute, la balance prend... Voilà, donc ça c'est bon pour l'opposition. Et à l'international, avoir des figures comme Thiam qui disent qu'elles ne sont pas d'accord avec Alassane, c'est un bon point aussi pour l'opposition. Et ça crédibilise encore davantage, parce qu'à un moment donné, c'était comme si c'était les frustrés d'hier qui se liguent comme Alassane. C'est ceux qui ont été avec lui à un moment donné, comme Afin Guessan, qui on a reproché d'avoir fait un deal avec lui, Bédié qui l'a accompagné par 2 fois à la présidence, aujourd'hui qui est dans l'opposition, qui est fâché. C'est comme si c'est un chant qui est exprimé, c'est une chanson entonnée par des aigris et par des déçus, qui risquent de perdre leur strapontin et qui font effectivement cela pour juste survivre. Mais avec de nouvelles voix comme Thiam qui viennent s'ajouter effectivement au lot, je pense que l'opposition prend du galon, et ça on ne peut pas nier cela. Ça on ne peut pas nier cela, mais c'est un Thiam qui vient pas en retard, mais vraiment qui aurait pu venir encore un peu plus tôt. Et lui-même s'il veut être président, même en 2025, il a un travail à faire à partir de maintenant. Je ne pense pas que Thiam vienne si tard que ça. Pour moi, c'est le moment que nous avons aujourd'hui est celui d'une transition, je ne dis pas forcément générationnelle, mais quand on va aborder cela tout à l'heure, peut-être pas avec assez de temps, mais quand vous écoutez même Laurent Gbagbo, il y a une classe qui se rend compte qu'elle est pas forcément le problème, mais elle n'est pas aujourd'hui la solution. Elle est celle qui a fait que la Côte d'Ivoire a sombré, et donc il faut passer à autre chose. Mais cette autre chose, il y a plusieurs visages. Soit vous regardez les poulains et qui sont la transpiration aussi de ces clivages-là, ou bien vous regardez un sang nouveau. Et dans ce sang nouveau-là, c'est des personnes... Quand vous regardez Thiam, c'est vrai que c'est quelqu'un qui était à la tête du BNET, il a été ministre je pense aussi 98 en gros, oui. Mais pour la dernière génération, c'est pas des gens qui le connaissent formellement, mais c'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse et qui a un bon vécu international. Ceux dont se targuait Alassane à un moment donné, Alassane qui n'était pas connu aussi avant que Oufouet lui fasse appel. Donc c'est un peu ce type de schéma là qu'on a. Et puis quand vous revenez avec l'onction du dehors, quelquefois, il reste juste à convaincre l'intérieur et puis ça passe. En fait, quand je dis retard, ce n'est pas ça devenir à l'opposition en retard. Dans une lutte, il y a toujours des gens qui viennent à la dernière minute qu'on pourrait appeler les lutteurs de la 25e heure. Même au Burkina, on a vu cela. Moi, je parle de son choix de vouloir être président en 2020. Après plusieurs hésitations, il a vu qu'il fallait venir un peu plus tôt. C'est vrai que les dés étaient jetés, le jeu est biaisé, mais il est même venu tard pour pouvoir briguer 2020. Après, il s'est rendu compte que c'est tard et effectivement, il a fait marche arrière. Alassane s'est targué de faire l'international. Il ne se targue pas, c'est ça. Alassane a fait l'international. Mais Alassane avait une machine, le RDR, qui existait depuis longtemps et qui a travaillé pour lui, même quand il n'était pas là. Ce que Thiam n'a pas. Et c'est la différence entre les deux. Bon, rapidement, on n'aura même pas le temps de se prononcer, il nous reste quelques secondes. On allait parler certainement de Laurent Gbagbo qui a brisé le silence finalement, lui qui se sent dans l'obligation de prendre la parole dans cette condition, cette situation ivoirienne. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, on a tous suivi l'interview, et moi ce que je retiens, c'est qu'il est aligné derrière l'opposition. Et puis pour moi, il y a l'appel qui est quand même aussi un appel qui devrait être entendu. C'est celui de quelqu'un
qui a été au pouvoir et qui connaît la réalité de se réveiller chaque matin avec des antagonismes à gérer. Et il dit cela ne peut être réglé que par le dialogue. Et c'est lui qui a toujours dit asseyons-nous et discutons. Il a rappelé encore une fois. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui devrait tomber dans l'oreille de Alassane. Au regard de la situation dans laquelle on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut vraiment un dialogue. Bernard? Oui, il fallait aussi qu'on entende Laurent Gbagbo. Parce qu'une partie de ce que vit la Côte d'Ivoire aussi est liée aussi à sa personne, à son parcours historique et à tout et tout. Donc il fallait également qu'il s'exprime, qu'il dise quand même quelque chose. Il a rompu le silence, mais il a beaucoup insisté sur asseyons-nous et discutons. Mais le troisième mandat aussi, il a été clair. Où on ne limite pas le mandat, où on limite et on se tient à ça. Il dit sous Oufoué, ce n'était pas limité. Ici, maintenant, c'est limité. Il faut s'en tenir à ça, mais on ne peut pas faire des textes transitoires aussi. Passer le temps en Afrique et rédiger des constitutions qui sont des textes transitoires. On dit loi fondamentale, il faut s'en tenir à ça. Il a fini par dire qu'il partage la position de l'opposition, qui est normale, qui est légitime et qui est légale. Et c'est une situation, une sortie donc Laurent Gbagbo qui mérite plus de temps de jugement de cette émission, le tribunal de l'actualité. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Merci à tous les deux, Geoffroy Vaha, merci à Ben Abougma, tous les deux juges au siège du tribunal de l'actualité. Merci à l'équipe de réalisation et merci à vous qui nous avez suivis pour cette semaine d'actualité. On vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.